Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de François, en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1, puis toujours avec nos 4 mousquetaires de l'information, qui me faisaient bien rire juste avant le début de l'émission. Francis Laloupeau pour Africa numéro 1, bonjour, vous allez bien Francis? Ça va bien, merci. Nadir Djenad de Beurre FM, bonjour, qui nous revient, nous a fait une infidélité la semaine dernière, mais on est bien content de le retrouver. Dominique Volton, le directeur de recherche au CNRS, ils vous ont pas viré, vous êtes encore là-bas. Jusqu'à la semaine prochaine, on verra bien. Jusqu'à la semaine prochaine, vous êtes encore là-bas. Et puis enfin, Éric Zemmour du Figaro, bonjour. Bonjour. Voilà, les présentations sont faites. N'oubliez pas, si vous voulez nous écrire, nous avons un mail qui va s'afficher sur l'écran, hebdofranço@rfo.fr, hebdofranço@rfo.fr. Alors, au sommaire de cette édition, on va tout d'abord parler du sommet de la FAO qui s'est tenu à Rome. Des provocations répétées, en rafale même, je pourrais dire, de Robert Mugabe, le président du Zimbabwe ces derniers jours. Des difficultés prétendues, en tout cas par les médias, de Rachida Dati, la garde des Sceaux. De l'Europe et de l'immigration, puisque 27 ministres de l'Intérieur européens viennent de se réunir. Et enfin, de la désignation officielle par le Parti démocrate d'Obama comme candidat à la présidentielle aux États-Unis. On commence tout de suite par Rome. La FAO, qui est l'Organisation alimentaire mondiale, vient de tenir son sommet dans la ville éternelle. Il y a eu de bien beaux discours, les grands de ce monde se sont réunis, ont expliqué que tout ça était terrible, mais on peut se poser la question, quelles mesures concrètes, Nadir Djenad, sortent-ils de cette réunion, de ce sommet? Vous l'avez dit vous-même, il y a eu de belles déclarations donc ce sommet, mais fallait-il s'attendre à quelque chose de concret? Les pays membres de la FAO se sont engagés sur des déclarations de principe, notamment à réduire le nombre de personnes, se sont engagés à réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim d'ici 2015. Les pays donc participants au sommet ont récolté aussi un peu plus de 6 milliards de dollars de promesses de dons pour aider à lutter promesses. De promesses, voilà. J'allais le dire, de promesses, mais pas de dons. Donc c'est une déception. On sait qu'il y a 850 millions de personnes qui souffrent de malnutrition dans le monde et que la crise actuelle met 100 millions de personnes en danger. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a déclaré qu'il fallait entre 15 à 20 milliards de dollars par an pour aider à combattre la crise actuelle. Donc voilà, beaucoup de déclarations, très peu de choses concrètes. Sur les points sensibles qui ont fait l'objet de controverses, notamment sur les biocarburants, il n'y a pas eu donc d'annonce. Il faut savoir que plusieurs États et plusieurs organisations internationales estiment que les biocarburants sont responsables de la hausse vertigineuse des prix des denrées. Les producteurs changeant un petit peu leur fusil d'épaule, si j'ose dire, font moins de denrées alimentaires et plus de biocarburants. Effectivement. Moi, il n'y a pas eu... Ça se discute. Mais on va en discuter. J'ai pas terminé. Autre point, en fait, concernant la politique commerciale, certaines politiques commerciales sont jugées défavorables envers certains pays pauvres. Et là aussi, il n'y a pas eu d'accord à ce sujet. Donc, par contre, ce qui est concret, ce sont les émeutes de la faim qui se sont produites cette semaine et qui, selon les experts de la FAO, vont se produire dans les semaines, voire les mois à venir. Justement, moi, j'ai envie de poser une question à Éric Zemmour pour continuer un peu le débat, pour avancer. Les États font semblant ou semblent se mettre au chevet des populations touchées par la famine, mais il y a quand même quelque chose que tout le monde dit, et il semble qu'on n'en ait même pas parlé à Rome officiellement. Qu'est-ce qu'on fait du côté des spéculateurs qui spéculent sur le prix mondial du riz ou du blé, par exemple? Est-ce qu'on peut pas agir là? Parce que ça serait déjà une chose simple. Écoutez, j'ai l'impression là qu'on touche des choses plutôt qui existent, mais qui sont marginaux. Nadir parle des nouvelles cultures pour remplacer les biocarburants, pour remplacer le pétrole. Et ça me paraît effectivement, moi je suis d'accord avec Francis, ça me paraît très marginal. La spéculation sur le riz et le blé aussi. Oui. La spéculation. C'est un débat. Ce n'est pas le problème central. Voilà, pardon. Non, mais il faut Quand je dis marginal, ça veut dire que c'est pas le problème central. Oui, mais en fait, c'est un débat scientifique. Deuxièmement, attendez, je finis. Alors donc, il dit c'est à la marge. Il dit pas que ça n'existe pas, c'est à la marge. Il dit pas que ça n'existe pas du tout. On en discute. Chacun donnera son opinion sur la question. Alors. Ensuite, la spéculation sur le riz et le blé, c'est à la marge aussi. Non, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas que ça n'a pas joué et que ça n'a pas fait monter les prix artificiellement. Ça existe, je suis tout à fait d'accord. Surtout que si j'ai cru comprendre, ils passent de l'un à l'autre. Comme le dollar baisse, on passe sur les denrées alimentaires. Bon, très bien, mais je ne pense pas que ça soit central, parce que ce qui est central, ce sont des choses beaucoup plus profondes, qui sont d'abord les nouvelles habitudes alimentaires des grands pays comme l'Inde et la Chine, qui consomment beaucoup plus qu'avant, puisqu'ils s'enrichissent. Deuxièmement, l'explosion de la démographie. Troisièmement, parce qu'il y a de plus en plus de bouches à nourrir. Et troisièmement, les politiques
vivrières qui ont été abandonnées dans tous les pays pauvres, africains, etc., pour écouter les conseils du FMI et des autres qui leur ont dit de faire de la culture à l'exportation et qui ont abandonné complètement les cultures vivrières, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus nourrir leur propre population. Subvenir à leurs propres besoins. Moi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, même si ça existe. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je pense que les problèmes de fond sont là et qu'il faut revenir à des ensembles plus ou moins protégés. Je pense que, par exemple, il faut arrêter cette course à l'exportation, cette course à je t'envoie des fraises du Chili par bateau qui coûtent une fortune en pétrole pour gagner ou par avion et qui gagnent 2 centimes. Moi, je crois qu'il faut revenir à des choses donc simples. Finalement, vous dites que c'est quand même quelque part un effet de la mondialisation aussi. Exactement. Alors, on va donner la parole à Dominique Volton, puis ensuite à Francis. Alors, la démographie, si je puis dire, depuis le XVIIe siècle, elle croît. Et donc, l'intelligence du progrès scientifique, on a toujours trouvé les moyens de... Donc, le problème, à mon avis, il n'est pas fondamentalement démographique, il est fondamentalement politique. Vous l'avez dit, la mondialisation accentue une déréglementation qui existe. 2, il y a un décalage entre les pays riches et les pays pauvres. C'est-à-dire que les pays riches protègent très bien leurs agricultures et les pays pauvres, on leur demande de se spécialiser dans une division internationale du travail. 3, vous avez sur l'agriculture mondiale un défi, un conflit qui est formidable. Enfin, ils sont pas obligés de le faire. C'est dans le terme de la mondialisation, il y a les puissants, les autres. Et les autres comme toujours, c'est pas seulement dans le cadre de la mondialisation. Alors, on va laisser finir. Pardon, Dominique, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que ça illustre exactement les limites de la modernité. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a les moyens scientifiques et techniques de faire augmenter les rendements. Ça, c'est clair. Par contre, on a simultanément une idéologie scientifique et technique qui fait qu'on a abandonné toutes les traditions alimentaires et tous les savoir-faire qu'avaient des centaines de millions d'individus sur Terre. On leur a dit, il n'y a qu'un modèle d'agriculture possible. Et si nous faisons notre autocritique, en dehors des problèmes de spéculation, en dehors des problèmes d'inégalité, il y a à faire cette autocritique sur le fait que on a une vision complètement rationaliste, étroite du progrès scientifique et technique, en s'imaginant que toutes les traditions qui existaient autrefois étaient mauvaises. Et je trouve qu'à l'occasion de ça, c'est comme plus généralement à l'occasion de l'environnement, si on était capable de réhabiliter l'intelligence de peuples qui, dans des conditions climatiques, de sol, ont été capables d'avoir des industries agroalimentaires, d'autosuffisance suffisantes pendant des siècles, on ferait un vrai progrès. Il y a une arrogance scientifique et technique, pas seulement occidentale, mais des pays riches dans lesquels on peut mettre sans problème les pays en voie de développement. Il n'y a pas que l'économie, il y a aussi l'idéologie, de façon générale. Il y a donc de l'économie, de la politique et de la spéculation, des inégalités, les riches qui s'enrichissent, les pauvres qui s'appauvrissent, et un modèle culturel qui, sur l'agriculture comme sur l'environnement, a tendance à considérer que tout ce qui est moderne est progressiste et que tout ce qui est ancien n'est pas progressiste. Et c'est exactement ça. Francis Taloupeau. Oui, alors, il faut revenir quand même à Rome. On vient d'assister à Rome, au fond, à une sorte de bal de l'hypocrisie d'un côté, de l'impuissance de l'autre. C'est le bal des faux culs, quoi. C'est une sorte de choses comme elles sont. C'est un tango tragique entre des hypocrites et des impuissants, hypocrites du Nord et impuissants du Sud. Parce que, oui, c'est vrai, parce que en réalité, c'était hallucinant d'écouter des discours de certains dirigeants du Nord, invitant le monde entier à venir au secours des pays du Sud, annonçant des mesures, des dispositions, disant toutes les 5 minutes il faut, alors qu'on sait très bien que ces pays du Nord, l'Europe et les États-Unis notamment, sont des pays qui subventionnent leur agriculture massivement, tout en interdisant ces mêmes mesures aux pays du Sud qui sont contraints à toujours augmenter leurs produits d'exportation au détriment des produits vivriers. Alors, je veux dire que ça, ce sont des dispositions qui ont été prises. On va laisser réagir. Nous revenons en fait aux fondamentaux de cette crise alimentaire à laquelle nous assistons depuis quelques semaines, qui quand même repose essentiellement sur les dispositions, les injonctions, les préconisations de la Banque mondiale et du FMI, qui ont amené ces pays, qui ont fait d'ailleurs des choix, je dirais, dramatiques, parce que comme disait d'ailleurs Eric, en cœur antique, en toile de fond il y a quelques secondes, ces pays n'étaient pas obligés d'accepter ces préconisations du FMI de la Banque mondiale, mais ils l'ont fait dans un contexte global, dans un contexte de rapport de force qui leur était absolument défavorable. Donc ces pays ont accepté, et aujourd'hui ces choix dramatiques amènent les conséquences auxquelles nous assistons. Donc Rome n'aura servi strictement à rien. Rome n'aura servi à rien parce que au fond, les résolutions sont tombées depuis quelques heures. Évidemment, la FAO, le sommet a accouché d'une souris, comme disent les commentateurs, et se pose aujourd'hui d'ailleurs la question même de l'existence de la FAO. Parce qu'au fond, la FAO a été mise en place à une époque de l'histoire, c'était quand même pendant la guerre froide.
où les pays capitalistes pouvaient, damer le pied en quelque sorte aux pays de l'Est, combiner une sorte de capitalisme, orthodoxe, avec par ailleurs des dispositions sociales, d'assistance, etc. Donc il y avait ce compromis historique d'une sorte de capitalisme social en quelque sorte. Depuis que nous sommes quand même, dans la donne, on va laisser finir Francis. Depuis que nous sommes s'il vous plaît, soyez gentil. Depuis que nous sommes dans la donne unique et omnipotente du capitalisme, c'est évident qu'aujourd'hui, la brutalité du système libéral, la brutalité de ce néolibéralisme ne laisse pas place, à des institutions comme la FAO, qui aujourd'hui paraissent absolument anachroniques et, ne peuvent faire que des déclarations d'intention, mais dont, la marge de manœuvre pour agir, d'autant que leur action ne peut même pas avoir d'effet dans ces pays-là, parce que ces pays sont soumis aux règles d'un commerce international sans avoir les garde-fous, sans avoir les ressorts, ni les réserves nécessaires pour pouvoir réellement s'inscrire dans la compétition internationale. Bon, alors, ça suscite beaucoup de réactions. Éric, Nadir et enfin Dominique Volton. Très vite. Éric Zemmour d'abord. J'écoute ce qu'on dit, je voudrais dire une chose à Francis, qui est que la FAO elle-même, ce n'est pas seulement le FMI qui a fait des choix qui se retournent contre les pays pauvres aujourd'hui, on est d'accord, mais la FAO elle-même est complètement discréditée. La FAO elle-même, les experts de la FAO sont accusés par les populations pauvres de s'en mettre plein les poches, d'avoir un niveau de vie fastueux et de ne rien faire et d'être Mais écoutez, tomber dans le populisme. C'est pas tomber dans le populisme. S'en mettre plein les poches, écoutez, les experts des organisations internationales, d'accord, mais ils sont accusés de ça. Certains, oui. D'accord. Bon, premièrement. Donc, et en plus, il y a des journalistes qui sont corrompus aussi. Absolument, ils sont accusés au-delà de la corruption. Je parlais même pas de corruption. Ils sont accusés. On va laisser terminer. On comprend bien certains, pas tous, de ne pas être bons en plus. De ne pas être efficace, vous voulez dire. Deuxièmement, je voudrais dire à Dominique que je vois, moi, une contradiction dans ce qu'il dit. Quand il dit, d'une part, il faut revenir, il faut reconsidérer avec justesse les méthodes d'antan. Les méthodes d'antan, les méthodes traditionnelles, et en même temps, on va améliorer. On sait le problème, la démographie n'est pas un problème puisque depuis 3 siècles, on arrive à améliorer les rendements. On a amélioré les rendements, et on s'est adapté à l'explosion de la démographie. Mais comment s'est-on adapté à l'explosion de la démographie? Justement, en détruisant les modèles traditionnels et en adoptant des modèles productivistes. On va laisser faire les deux. Les modèles traditionnels sont faits pour ça. Attendez, je finis ma phrase. Dominique Volton. Mais je sais que vous avez compris. On va laisser finir, on va donner la parole à Nadir, on vous donne la parole ensuite. On va essayer de prendre un peu d'ordre dans le débat. Les modèles traditionnels sont faits justement à population constante. Et toute l'angoisse du Moyen-Âge, c'est justement l'inverse. C'est de limiter les naissances pour qu'elles s'adaptent en permanence. C'est au Moyen-Âge, j'ai dit. Ça change au XVIIIe siècle, justement. Mais toute l'angoisse du Moyen-Âge, c'est qu'elle, comme les non mais c'est un point de vue historique intéressant puisque constant, malthusien, anti-malthusien. On comprend bien. On va essayer de résumer ce que dit Éric Zemmour. Dominique Volton, on va essayer. Pour les Francis, mais c'est utile. Je vous ai connu discipliné. On va y revenir. Mais Nadia Djenad voulait la parole. Ensuite Dominique Volton et enfin Francis. Ce que je voulais dire, c'est que concernant la FAO, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres organisations onusiennes qui travaillent sur le même secteur que la FAO. Il y a par exemple le Programme alimentaire mondial, il y a également le FIDA, le Fonds international du développement agricole, et il y a une espèce de concurrence entre tous ces organismes et qui fait que la FAO, finalement, que ces deux organismes prennent les prérogatives de la FAO. Autre point, c'est qui a été discuté lors du sommet de Rome et qui, à mon avis, n'a pas été adopté dans la déclaration finale et qui mérite d'être travaillé, c'est l'idée de révolution verte agricole en Afrique. C'est-à-dire qu'on demandait aux pays riches d'aider les pays pauvres, les pays en voie de développement en Afrique, justement, à développer, voire à avoir une nouvelle politique agricole. À changer de nouveau, exactement. D'orientation générale. D'orientation. C'est un marché de dupes parce qu'on ne peut pas d'un côté demander à ces pays du Sud d'augmenter, leur productivité. On ne peut pas leur demander, de tout d'un coup comme ça, de s'inscrire à nouveau dans des produits d'abord de consommation immédiate, pour les besoins locaux et en même temps pour l'exportation. Quand on sait par exemple que dans plusieurs pays africains qui ont en principe une terre, où tout pousse, qui ont même du pétrole, qui ont les moyens, de mettre en place une économie intérieure tout à fait dynamique, ces pays importent parfois jusqu'à 70% des produits de consommation courante. L'exemple du Sénégal qui pourra cultiver du riz
riz et qui importe du riz parce que ça lui revenait jusqu'ici moins cher d'apporter du riz. Plus que ça, vous avez des pays où on importe le poulet quotidiennement. Oui, Ouais, Des pays du Nord. Mais ces pays pourraient investir un peu plus dans leur agriculture. Sur deux questions de fond qui ont été soulevées. Dominique Volton, Il faut quand même appeler un chat. C'est vrai que la dérégulation de la mondialisation, qui est derrière nous depuis 25-30 ans, n'a fait qu'accentuer les effets pervers de la division internationale du travail qui enrichit les riches et appauvrit les pauvres. Je crois que tout le monde est d'accord autour de cette table. Hein. On est d'accord. Alors, face à ça... Donc ça enrichit les pauvres aussi. Oui, enfin, la Chine, l'Inde, oui, attendez. oui. Quand on a 1,3 milliard et 1 milliard, c'est quand même plus facile de s'en sortir que quand on est des pays d'Amérique. Oui. Attendez, mais c'est pas ça. Alors, le point, je finissons. ne parle pas des pays émergents, ceux-là s'en sortent, Brésil, il y a 5-6 pays qui s'en sortent. Et donc, ils rentrent dans la cause de la spéculation. C'était des pauvres. J'ai jamais dit que la situation était pire, je dis que elle enrichit les pauvres, elle appauvrit les pauvres. Elle appauvrit les pauvres, elle enrichit les riches, à quelques exceptions près, la Chine, le Brésil. Alors la question de fond, les crises de la FAO, mais on pourrait prendre toutes les crises de l'UNESCO, de toutes les organisations internationales, de l'ONU. La dérégulation et la mondialisation accentuent évidemment la fragilité de ces institutions parce qu'elles ont été conçues essentiellement dans un affrontement Est-Ouest, et là on se retrouve dans un monde dérégulé, multipolaire. C'est un peu ce que disait Francis tout à l'heure. Je reprends à son objection. Donc là, il y a deux solutions. Soit on dit, finalement, constat d'impuissance. Ces modèles sont plus adaptés. Soit on en va c'est la d'autres. seule solution de toute façon, parce que la mondialisation, elle ne va pas s'arrêter, le monde multipolaire, et donc il faut absolument réarmer cette communauté internationale en renforçant l'ONU, en renforçant l'OMS, en renforçant l'UNESCO, en renforçant la FAO, etc. Et là, on est face à un vrai défi politique mondial. C'est que si on veut réguler un peu cette mondialisation, qui est effectivement totalement folle sur le plan économique et sur le plan des déséquilibres politiques, il faut qu'on redonne du pouvoir. Et pour comparer, je dirais, ce n'est pas parce que en Europe ou dans le reste du monde, vous constatez qu'il y a des démocraties qui sont perverties ou qui ne marchent pas, que le modèle démocratique est mauvais. Le modèle démocratique, par définition, il faut le renouveler. On a le même problème pour l'organisation, pour les organisations internationales. Permettez, sur la deuxième objection de fond, qui consiste à dire, la démographie a trouvé de quoi manger depuis 3 siècles à cause du progrès scientifique et technique, c'est évident. Et qu'une bonne partie de ce progrès scientifique et technique a consisté à écraser la tradition, c'est également évident. Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, le défi scientifique, politique et humain, c'est que début du XXIe siècle, et c'est en ça que la prise de conscience de l'environnement est un aspect hyper positif, c'est qu'on a compris, et nous les scientifiques on est la plupart du temps en avance, mais on n'est pas entendu, on a compris qu'il faut faire marcher les deux choses en même temps. Un, le progrès scientifique et technique à continuer, et deux, revaloriser toutes les traditions qu'on a écrasées pendant 150 ans, parce que l'intelligence des peuples était formidable. Donc il ne faut pas choisir faut faire les deux, mais entre la science et la tradition, il y a un problème qui s'appelle la puissance des multinationales, et on revient au problème politique, qui elles ne veulent absolument pas revaloriser la tradition. Parce que quand vous parlez des grands groupes bien sûr, parce que quand vous revalorisez la tradition, vous revalorisez l'intelligence de millions d'hommes. Et du coup, ces gens-là ne veulent pas. Donc, entre les scientifiques qui disent il faut faire et de la science et de la tradition, il y a un problème politique qui va bien falloir arriver à réduire le rapport de force et l'omniprésence. La puissance des multinationales. Qui sont par ailleurs utiles. Mais à leur place. Moi, je voudrais soumettre à la sagacité du chercheur, Dominique Volton, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même, je veux dire, des instances. J'ai pas la solution à tout loin de là. Je vous invite simplement à la réflexion collective. Vous avez posé une bonne question, c'est déjà pas mal. La question politique, justement, c'est que comment arriver à harmoniser les prescriptions, par exemple, je veux dire que ce qu'on a entendu à Rome il y a quelques jours, c'était les mêmes mots, c'était les mêmes recommandations que ce qui est prescrit par ce qu'on appelait les objectifs du millénaire de l'ONU, par exemple, qui doit réduire la pauvreté à l'horizon 2025. Et on n'a rien vu venir. Promouvoir l'éducation dans les pays du Sud, etc. Alors, de l'autre côté, vous avez les initiatives de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Vous avez également, je veux dire, toutes ces ONG qui se déploient un peu partout, qui sont aussi détentrices, je veux dire, de missions dont se sont délestés d'ailleurs les États. Alors, quand on voit les contradictions qui existent entre ces différentes directions, et par ailleurs cette inégalité systémique dont vous parlez, je veux dire, entre, je veux dire, d'un côté les pays du Nord et les pays du Sud. Alors, comment arriver, je veux dire, à ne pas constater simplement que, au fond, la pauvreté du Sud a donné lieu à une sorte de business international de la pauvreté. Et pour les gens du Sud aussi, hein, parce qu'il y a des tordus et des pervers. Pour les gens du Nord et du Sud. Il y a des gens pour les gens du Nord, bien sûr. D'ailleurs, je veux dire que la question de l'aide, je veux dire que ces espèces comme ça de refrain systématique de l'aide est devenue d'ailleurs, je veux dire, à remplacer même les initiatives politiques en Afrique, est devenue une excuse pour beaucoup d'États. Alors la question c'est de savoir
voir comment on va arriver à mettre un terme à ce que j'appelle ce business de la misère. Parce une espèce de spirale. Parce que d'un côté, on dénonce la misère, mais bon Dieu, la misère enrichit quand même de plus en plus de gens. C'est-à-dire 4 points de la planète. Ce qu'on pourrait penser. Alors, moi, je voudrais, et ça sera ma dernière question, parce qu'on a déjà largement dépassé ce qu'on avait décidé de consacrer à ce point éminemment important. Je crois que c'est le ministre belge Louis Michel qui vient de déclarer « Nous sommes dans l'état d'insécurité alimentaire, bientôt nous sommes dans l'état d'insécurité tout court. Ah oui. » Parce que l'insécurité alimentaire apporte la sécurité tout court. Alors ça m'amène à vous poser une question à tous, qui est la suivante. Même cyniquement, même sans morale, même simplement pour des intérêts bien compris, comment se fait-il que les nations les plus riches n'aient pas pris la mesure de cette insécurité qui vient et n'ait pas décidé des mesures? C'est là que j'avoue ne pas comprendre. Alors, deux choses. Dominique Bolton, on va essayer vite. Hein. Premièrement, les hommes, et c'est comme ça depuis le début de l'humanité, ne résolvent les problèmes qu'au fur et à mesure que les problèmes se posent de manière impérieuse. Et là, ils se posent de manière impérieuse. Et alors, la tragédie, c'est que très souvent, on les a résolus par des guerres. Donc, le seul problème, ce qui a changé de manière positive, il y a deux choses positives quand même qu'il faut dire tout le temps. C'est aujourd'hui, par rapport à il y a 80 ans, il y a beaucoup plus d'informations qui circulent. Autrement dit, cette prise de conscience que derrière la crise alimentaire, il y a peut-être un risque de guerre. Elle est plus rapide. Ça va plus rapide. Donc ça, il faut sans cesse rendre hommage au monde de l'information, etc., même malgré tous ses défauts. La deuxième chose, c'est que dans ce monde dangereux, depuis la fin du mur de Berlin de 1990, où effectivement les organisations internationales ne sont pas à la hauteur des problèmes mondiaux, là, c'est une chance. C'est-à-dire, ou bien on comprend qu'il va falloir un réaggiornamento gigantesque de la communauté internationale, et pour penser, financer et repenser politiquement le monde, parce que ça ne s'est jamais vu, ce à quoi on est confronté, jamais. Et à ce moment-là, c'est une thèse optimiste. Ou bien, hélas, il y aura le fractionnement des empires et des guerres, et on verra. Mais moi, je veux dire les deux choses optimistes. Un, la mondialisation de l'information. Deux, ces crises des organisations internationales qui sont pas à la hauteur. Ça peut être l'occasion de vider ceux qui les dirigent, parce qu'il y a un problème d'âge, de faire remonter une nouvelle génération. Après tout, l'art, la science, la politique, ça se recrée tout le temps. On voit bien, hein. Mais attendez, je voudrais pas que le débat tourne à la bouteille à moitié vide et à moitié pleine, mais Éric Zemmour, vous partagez le point de vue de Dominique Bolton? Bien sûr. Qui est très, comment dire, hein? Moi, l'optimisme. Il y a une constatation que vous partagez tous les deux. Mais c'est une chance pour le monde. Alors, aujourd'hui, est-ce que il faut être optimiste, pessimiste? C'est une occasion. Moi, je ne suis pas une occasion, dit Dominique Bolton. Moi, je pense que ça va se briser, parce que je pense que ça va se... J'ai déjà dit, je pense que moi, au contraire, ça va se régler par... La mondialisation, on l'a déjà eu, ça s'est fini par la guerre 14. Donc je pense que ça va se régler. Qu'on va vers les mêmes processus. On va se régler pas de la même façon évidemment, mais qu'on va régler parce que tout simplement, je ne crois pas aux organisations internationales, je l'ai déjà dit, je ne crois pas à la notion de communauté internationale. Je pense que les gens ont des intérêts différents et qu'ils vont les affronter. En plus, je note que ces organisations internationales dont on nous vante, ce sont eux les premiers responsables. Ce sont eux. Pas l'ONU ni le le FMI, qu'est-ce que c'est pas une organisation internationale? Pour une part. C'est eux qui vont lancer le débat. On voulait faire une petite conclusion. Voilà, s'il vous plaît, une légère conclusion. Et je ne suis pas, pardonnez-moi, un mot à Francis. Je ne suis pas d'accord avec lui et je n'étais pas d'accord avec Dominique. Je pense que la mondialisation n'enrichit pas les riches et n'appauvrit pas les pauvres. Ou alors il faut dire, pardonnez-moi, non. Ou alors il faut dire qu'elle enrichit les riches des pays pauvres et qu'elle appauvrit les pauvres des pays riches. Ça, c'est une définition qui n'est pas totalement... C'est ça la vérité. Mais on est parti de la fin. Globalement, jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas. Je suis désolé. Elle a enrichi les pays pauvres qui s'appelaient la Chine, l'Inde, le Brésil. C'est des pays pauvres. Mais non, c'est pas des pays riches, c'est des pays pauvres. Je vais vous arrêter. On est très loin. Dans l'histoire de l'humanité, l'Inde et la Chine, c'est depuis toujours des grandes puissances. Ah oui, s'il vous plaît. Ils sont pauvres depuis 3 siècles. Non, même pas. On va. Depuis le 18e. Je crains, hélas, et je dis ça sans exagération, je crains, hélas, que nous ayons l'occasion de revenir sur ce genre de discussion. Je voudrais qu'on continue un peu parce que... Quand même sur le fait Francis, juste un petit mot, mais vite. Hein. Non, mais très vite, je veux dire que ce que disait Dominique, c'est vrai que depuis la chute du mur de Berlin, il y a ce nouvel ordre mondial qu'on appelle la mondialisation qui s'est renforcée. Et c'est vrai que, il faut bien le préciser, le constat aujourd'hui, le bilan actuel, c'est que cette mondialisation, effectivement, enrichit les pays riches et appauvrit les pays pauvres, d'une part. Mais le plus grave, et c'est là que vous avez raison de vous inquiéter, s'il vous plaît. c'est là que vous avez raison de vous inquiéter, Jean-Marc, c'est que ce nouvel ordre mondial
mondial porte en lui de nouvelles formes de violence, et ces nouvelles formes de violence vont se manifester de plus en plus. Malheureusement, je serais plutôt enclin à accepter l'hypothèse, l'autre hypothèse pessimiste de Dominique, ce serait plutôt la résolution des formes de violence. C'est le pire des horizons, mais malheureusement, il n'est peut-être pas absent de notre horizon. Pas de déterminisme, on a bien compris le message. Les émeutes de la faim sont déjà une forme de violence. Il y a déjà un gouvernement qui est tombé, celui d'Haïti, à cause des émeutes de la faim. Bien sûr, mais c'est pas un déterminisme de guerre encore. Alors, on va continuer parce qu'à Rome, en dehors du fait qu'il y ait des beaux discours et peu d'action, il y avait aussi une présence un peu gênante, celle de Robert Mugabe, le président du Zimbabwe. En l'espace de quelques jours, il a arrêté puis relâché le chef de l'opposition, des diplomates anglais, des diplomates américains, et il vient de suspendre les activités de toutes les organisations non gouvernementales, les fameuses ONG au Zimbabwe, qui, justement, est également touché par la famine. Alors, on a pu se demander, Francis, pourquoi le président Mugabe attise-t-il les tensions comme ça et en l'espace d'une semaine, 4 provocations, 4 actes provocateurs? Je crois que c'est le dernier baroud de déshonneur de Monsieur Mugabe, qui maintenant, je crois, est reconnu comme un pyromane patenté. C'est-à-dire que il fait une sortie de pyromane. Le diagnostic est très clair. Nous avons affaire aujourd'hui, et ce n'est pas affaire simplement un bon mot que de dire ça. Nous avons affaire à une démence clinique, doublée d'une sénilité absolument dangereuse. Malheureusement, donc, on en parlait ici il y a quelques semaines. Nous avons, cette espèce de perversion de la pensée de celui qui a été un héros de guerre, de la libération, et qui termine, comme un pyromane simplement de son pays, et qui n'arrive pas à concevoir simplement que le Zimbabwe puisse exister, puisse survivre, à son pouvoir. Et il est à craindre que le deuxième tour des élections qui est annoncé soit simplement, malheureusement, le dernier rendez-vous le plus tragique de l'histoire du Zimbabwe, et peut-être le début du commencement de l'ère post-Mugabe, mais malheureusement dans les larmes et le sang. C'était aussi votre avis, Nadir? Oui, effectivement. Moi, je dirais que, de toute façon, d'une certaine façon, Robert Mugabe a aussi bénéficié d'une tribune inespérée, donc à Rome. Vous vous rendez compte, devant tous ces chefs d'État, Mugabe s'exprimait et en dénonçant une nouvelle fois, comme il a l'habitude de le faire, la Grande-Bretagne, qu'il rend responsable de tous les maux et notamment de la grave situation économique que vit le pays. Ce qui est à noter, c'est qu'il était invité à Rome dans le cadre d'un sommet pour lutter contre la faim, et on sait très bien qu'il est responsable de la famine que connaît dans son propre pays, grâce à cause de la politique qu'on a souvent qu'on a souvent dénoncé ici. Donc c'est cette politique d'expropriation des terres. La situation est dramatique. On peut espérer que certains chefs d'État qui ont encore peut-être un peu d'influence auprès de Robert Mugabe, je pense au président sud-africain Thabo Mbeki, lui fassent entendre la voix de la raison et de quitter le pouvoir donc calmement, si j'ose dire. Dominique Volton. D'essayer d'insister sur les aspects positifs des exactions comme ça. Là, vous voyez des aspects positifs. Oui, je vais vous expliquer. Parce qu'il a beau venir l'ensemble des médias du monde ont dit ce que vous dites. C'est-à-dire l'ensemble des médias du monde est totalement démonétisé. Ce que vous avez dit est parfaitement juste. Et donc, par conséquent, il est venu. Mais ça n'a aucune espèce d'influence. Alors ça, c'est la première chose. Il y a un aspect critique qui est beaucoup plus fort aujourd'hui avec la mondialisation de l'information, une accélération de la prise de conscience. Et la deuxième chose qui pose un vrai problème, c'est pourquoi est-ce que la communauté internationale n'est pas capable de faire davantage sa police. Et là, on retombe sur les inégalités qu'il y a dans les puissances mondiales. Et la question qui se pose pour le Zimbabwe, c'est la capacité d'action de l'Union africaine. Puisqu'il y a une organisation internationale qui s'appelle l'Union africaine, qui a essayé depuis des années. J'étais il n'y a pas longtemps à Addis Abeba pour discuter avec le président de ça, et ils sont impuissants dans les contradictions impérialistes qui se retrouvent sur l'Afrique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité africaine, mais ça veut dire que sur le Zimbabwe se rejoue ce qui se joue sur Haïti et dans plein de situations du monde, où en définitive, le bal des hypocrites, comme vous dites, remet en cause pas seulement les hypocrisies du Sud, mais les hypocrisies du Nord dans un espèce de consensus. La troisième chose que je veux dire, c'est que par contre, qu'il faut éviter, c'est que ça renforce un espèce de racisme implicite qui existe quand même dans la communauté internationale, où les Blancs et les Jaunes ne sont jamais loin de dire que finalement les Noirs sont moins capables qu'eux de se développer. Voilà. Et là, il faut quand même toujours se méfier parce que vous avez une espèce de collusion perverse. Ne sautons pas le pas, mais enfin Mugabe... Bah oui, c'est pas un blanc, c'est ni un blanc ni un jaune. Donc vous voyez, vous avez dans cette espèce de racisme mondial qui existe implicitement. Voilà, donc c'est ça qu'il faudrait éviter. Et quand même, il y a un vrai problème pour éviter ça. J'ai envie de poser la question à Éric Zemmour. Je sais qu'il n'est pas un fanat de Bernard Kouchner et de sa fameuse politique du droit d'ingérence, mais là, pour le Zimbabwe, le droit d'ingérence, ce serait pas quelque chose qu'il faudrait faire, pour une fois, là? Moi, je suis contre par principe. Je pense que c'est aux gens du Zimbabwe. Faut laisser crever les gens c'est aux gens du et attendre que le dictateur. Mais
Écoutez, on nous a laissé crever, nous, quand on avait c'est la vie, on a... En 39-45, les Américains sont bien organisé un débarquement, quand même. Ils ont organisé un débarquement pas pour nous aider. Non, bon. C'était peut-être pas pour nous aider, mais ils l'ont fait, en tout cas. Ils l'ont fait ils ont pris la domination mondiale. Ça n'a rien à voir, ne mettez pas, c'était pas du droit d'ingérence. Alors, Arrêtez avec donc, ça. droit d'ingérence au Zimbabwe, non. Il faut même là-bas, pas que ces d'ingérence. gens-là renversent leurs tyrans. Enfin, c'est ça l'histoire du monde. Il peut y avoir fromage et dessert, hein. Ils peuvent renverser leurs tyrans et nous, on a des responsabilités à Mais assumer. sinon, on n'a pas de responsabilité. Ouais. On n'a pas de responsabilité. Mais non, J'ai l'impression que Gordon Brown en Grande-Bretagne pense pas comme vous parce qu'il n'arrête pas de s'intéresser à ce qui se passe au Zimbabwe. C'est normal, les Ils Anglais, sont c'était certainement une un peu colonie anglaise. responsables. C'est une affaire personnelle. Évidemment, c'était une colonie anglaise, donc évidemment, ils sont responsables. Voilà. On va laisser finir Éric Zemmour, Mais moi, je pense que je vois qui pas. ne ressemblera pas à Saint-Sébastien criblé de flèches. Non, mais moi, je ne. C'est pas parce qu'on est critiqué qu'on a raison. quand même, hein. Absolument, je suis On va d'accord. le laisser finir. Et c'est pas parce qu'on est optimiste qu'on a raison. Parfois, j'ai l'impression en écoutant Dominique qu'on est dans Candide. C'est-à-dire, il y a le Candide de Voltaire. J'aime beaucoup ça parce qu'à chaque fois, vous savez, il y a Lisbonne qui a un tremblement de terre, mais en fait, c'est pour le bien et ça va amener du bien. Là, c'est la même chose. Non, moi, je crois pas que tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous n'attendez qu'une chose, c'est que la population zimbabwéenne Mais moi, chasse je pense Mugabe et que vous voyez pas d'autres solutions possibles. Je pense que pas c'est d'autres moyens Je possibles. pense que c'est pas le seul moyen. Je pense que c'est la meilleure solution. Non, mais Je pense que les gens l'un sont n'exclut pas l'autre, responsables enfin, et l'un qu'il n'exclut faut pas l'autre. responsabiliser Oui, les bon, gens. d'accord, à ce niveau-là, mieux vaut. Bah, on va laisser terminer Éric Zemmour. Vous pensez que c'est la meilleure des solutions? Bon. Une fois qu'on Oui, a je dit ça pense en que c'est arrière, la je- meilleure des solutions. Une fois qu'on a dit ça Alors, en arrière. bon, on va laisser Francis s'exprimer. Alors juste deux mots. Ce qui me surprend chez Eric, c'est que quand ça arrange Eric, il convoque l'histoire pour expliquer cette situation, mais dans d'autres cadres, je veux dire, il fait totalement fi de l'histoire et du contexte local. Quoi. Vous plaquez comme ça, je veux dire que vos convictions, un peu mécaniques sur des situations, vous êtes contre le droit d'ingérence, Ben d'accord, oui. mais enfin, il y a quand même un contexte très particulier. Mais il y a toujours un contexte Zimbabwe, particulier, Francis, où on hein. peut quand même, je veux dire, ne serait-ce Mais à que chaque fois, on peut dire ça. ne serait-ce que projeter sur ce pays-là, j'ai une réflexion globale À chaque fois, internationale. on peut dire pour ça. essayer On de peut dire qu'il y a un trouver des contexte particulier, qu'il y a des gens en danger. On peut le faire à chaque fois, ça. mais en fait, de là aussi à nier que la libération de Paris était quand même, je veux dire, le fait des Américains. Non, non. Je suis désolé. Si les Russes n'avaient pas arrêté les Allemands, on n'aurait jamais été libérés. Non mais bon, C'était des- avec des si, on mettrait Paris en Ouais, bouteille, d'accord, comme donc, le dit l'expression populaire. Ce qu'il faut préciser, Et c'était Alors, on pas va du droit laisser- d'ingérence. C'était pas un droit d'ingérence. C'était un affrontement entre Nous puissances sommes d'accord. pour la domination du N'employons monde. pas d'anachronisme. Le droit d'ingérence n'existait pas à l'époque. La guerre de 39-45, c'est pas. La guerre de 14. Non, mais attendez, on n'est pas en train de discuter de ça. On peut dire 14 c'est un affrontement de puissance, 39-45, c'est un affrontement de valeurs. Mais pas du Bon. tout. Mais pas du tout. Je pense que ça, on peut en discuter longtemps, mais c'est pas le sujet qu'on a choisi aujourd'hui ensemble. Ce qu'il faut Francis. préciser, pour compléter ce que tu disais Dominique, c'est qu'il y a quand même une détermination des chefs d'État de la sous-région d'Afrique australe qui aujourd'hui sont en train, qui ont une position beaucoup plus critique, qui dénoncent, je veux dire, très fortement le comportement politique de Robert Mugabe, ce qui est nouveau, parce que pendant très longtemps, il a bénéficié quand même, je veux dire, de l'indulgence parfois suspecte de ses pairs africains, surtout ceux de la sous-région. D'une part. Deuxièmement, il faut quand même noter, et ça c'est peut-être également je veux dire, un élément optimiste, hein, un facteur optimiste de la situation, c'est que nous assistons quand même aujourd'hui, non pas, je veux dire, au délire d'un dictateur qui a pris les armes, qui a mis en place une armée et qui, je veux dire, impose son bon droit par la force uniquement. Nous avons quand même en toile de fond des élections. Et qu'aujourd'hui, il y a une détermination, je veux dire, politique qui passe aussi par les urnes. Ceci explique peut-être l'attitude de Robert Mugabe. On a quand même connu des époques où d'abord les dictateurs n'organisaient pas d'élections et deuxièmement n'acceptaient pas le verdict des urnes. Le premier tour des élections a été gagné quand même par l'opposition contre Mugabe. Je veux dire, les législatives également ont été gagnées par l'opposition contre le parti de Mugabe. Nous en sommes là aujourd'hui. Donc Mugabe part au second tour quand même de l'élection en position de faiblesse et je veux dire dans une position plutôt, je veux dire, qui serait plus, je veux dire, qui l'expose plus à une défaite qu'à une victoire. Ça c'est nouveau. Cela veut dire aussi qu'il y a quand même une pression, il y a quand même, je veux dire, une évolution des situations sur le continent africain depuis quelques années. On aura le résultat de votre raisonnement dans quelques temps lorsqu'il y aura les élections. Alors, je voudrais qu'on continue très vite. Pression politique des peuples. Quand ils peuvent, pression politique des médias quand ils peuvent, pression politique de la communauté internationale quand elle peut. Non. Donc finalement, au bout d'un moment, ça arrive à faire bouger les choses, si vous voulez. Espérons. Nous verrons. Alors moi, je voudrais qu'on continue parce qu'on a pris beaucoup de retard, mais ça prouve que les débats sont passionnants et qu'on aborde des questions qui sont intéressantes pour tout le monde. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'Europe et de l'immigration.
il y a quelques jours, 27 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont décidé d'adopter un projet de directive à propos de la reconduite des étrangers aux frontières. Bon, c'est un texte qui doit encore être voté par le Parlement européen, hein, donc il n'a pas valeur pour l'instant autre que de projet. Mais déjà, certaines associations, notamment françaises, mais pas seulement, qualifient ce texte, je cite, de directive de la honte. Une durée de rétention pouvant aller jusqu'à 18 mois, faisant notamment l'objet de violences critiques. Alors, Nadir Djenad, c'est quoi? C'est l'Europe qui se ferme un peu plus? Alors tout d'abord, il faut rappeler le contexte. La France va prendre la présidence de l'Union européenne le 1er juillet et ce que vous venez d'annoncer entrera dans le cadre d'un pacte européen sur l'immigration. Pourquoi la France plus large. Pourquoi la France a proposé ce pacte européen sur l'immigration? Pour éviter que certains pays, notamment l'Italie et l'Espagne, font parce qu'il faut dire qu'en 2007, il y a eu des régularisations massives dans ces deux pays. Hein. Et ça a été beaucoup critiqué par la France, notamment Nicolas Sarkozy. Et donc c'est pour éviter justement que des pays prennent ce genre de mesures et qu'il y ait une espèce d'harmonisation européenne concernant l'immigration clandestine que ces mesures aient été prises. Mais alors justement, Dominique Volton, puisque vous vouliez la parole, je vais vous la donner là. On a l'impression, moi j'ai lu ce que disait un sociologue du CNRS, un de vos collègues, Patrick Veil, que vous connaissez peut-être, et il évoque, je cite, un non-dit ethnique en Europe. En d'autres termes, dit-il, on accepterait plus facilement des Européens de l'Est que les autres immigrés. C'est aussi votre avis? Il y a un sous-entendu. Patrick Veil, il sait de quoi il parle parce que c'est un chercheur sur le problème de l'identité nationale, c'est sûr. Mais on est là sur la question de l'immigration. Elle monte de manière silencieuse depuis 4-5 ans et nous allons être face dans l'ensemble de l'Europe et pas seulement en France. Et du monde. On va être face à une des plus grandes contradictions politiques. La mondialisation, tout peut circuler, sauf les hommes pauvres. Et donc, si vous voulez, vous allez avoir dans la partie du monde qui est la plus démocratique, qui est l'Europe, la contradiction maximum qui est la suivante. Pour une part, on se bat pour la diversité culturelle, le respect des langues, des cultures, des traditions, et chez nous, on se ferme dans le coffre-fort des pays riches. Et avec une fermeture à deux vitesses, pour les gens de l'Europe de l'Est, parce que ce sont encore des blancs. On veut bien, parce qu'on pense qu'ils nous ressemblent. Donc vous partagez la bien évidemment. Il y a un non-dit et pour tout ce qui est le Sud et un peu les jaunes, on applique la bonne vieille politique à deux vitesses. Donc par conséquent, ça veut dire que l'Europe est dans ses propres... Je vous rappelle deux chiffres simples. Nous sommes 27 pays. 26 langues, dans lesquelles on va essayer de construire une cohabitation. 490 millions d'habitants. Il y a 20 millions d'immigrés en Europe et entre 2 à 4, 5 millions de clandestins. Donc c'est-à-dire que c'est rien par rapport à la puissance économique, sociale. Et c'est rien par rapport à ce que les clandestins nous apportent depuis 50 ans en richesse de travail. Ils enrichissent notre pays, en richesse culturelle. De façon à ce qu'on comprenne bien, les clandestins ou les immigrés de manière générale. Pardon, je m'exprime mal. Les clandestins et les légaux. Parce que quand vous avez l'immigration, les hommes et les femmes qui viennent enrichir un pays, la région Europe, par leur travail, par leur intelligence, par leur culture, par les allers-retours qu'ils font entre leur culture et la nôtre, c'est un enrichissement pour nous, pas pour eux. Donc par conséquent, l'Europe est dans une contradiction majeure. Elle se ferme comme tous les pays riches et la contradiction politique va nous exploser à la figure. Qu'on fasse des politiques de filtrage, bien évidemment, que l'on fasse des politiques de négociation avec les pays, bien évidemment, Mais vous n'êtes pas pour une immigration libre à tout craint. Il y a une hypocrisie qu'il faut dénoncer dans le bal des hypocrites, c'est que pourquoi une bonne partie des pays pauvres ne disent rien, c'est parce que le retour de l'argent privé est supérieur au retour de l'argent public. Donc tout ça, faut le mettre sur la table. Mais une fois qu'on a mis tout ça sur la table, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on peut pas être la plus grande démocratie du monde, l'Europe, et avoir une politique d'accueil à deux vitesses à ce point-là. Quand ça vient de l'Est, c'est bon. Quand ça vient du Sud, c'est mauvais. Voilà. Et notre richesse humaine, culturelle, scientifique, elle doit, nous les Européens, nous avons été depuis le début de l'humanité un lieu carrefour. Nous devons rester un lieu carrefour. Et cette politique populiste, parce que je vous rappelle que derrière le contrôle de l'immigration, il y a ce populisme rampant en Europe où vous avez 14 partis populistes extrêmement puissants. Nous sommes dans un début de xénophobie, de haine de l'autre, qui est la pire des valeurs contradictoires de l'espace culturel et politique européen. Par ailleurs, donc, je résume ma question. Nous sommes face à une contradiction. On s'est battu pour la reconnaissance des hommes dans la diversité culturelle. On est en train de faire une xénophobie infernale à deux vitesses. Alors, on est fou. Éric Zemmour qui partage visiblement pas du tout ce constat. On est dans le Candide. Bon. Alors, votre point de vue. J'aimerais qu'on me dise, d'abord, première chose, où voit-on que les hommes pauvres ne peuvent pas, tout bouge sauf les hommes On pauvres. voit bien que vous n'êtes pas pauvre et que vous n'êtes pas immigré. Vous êtes gentil, Bah, vous êtes ça se gentil. voit. Pas d'attaque ad hominem, non, mais il est vrai quand même que ça C'est paraît un peu étonnant votre formule. quoi, mais On voit quand même une grosse difficulté Attendez, pour mais certaines attendez, immigrations. Depuis 30 ans,
Mais l'immigration n'a jamais été aussi forte. Il y a des millions et des... Mais les chiffres sont les mêmes, ça n'a pas bougé. Oui, vous allez me faire le coup des années 30. Mais je m'excuse. On va laisser Éric Zemmour, aller jusqu'au bout. Une obsession, vous. Non. Moi, je vous ai laissé parler. Avant de parler d'obsession, on va laisser Éric Zemmour aller jusqu'au bout. Je ne dis Alors, rien. L'obsession de l'invasion, vous. Mais je n'ai connu, aucune est-ce que vous pourriez aller jusqu'au bout de votre raisonnement? Je dis simplement que c'est délirant de dire que l'Europe se ferme. C'est délirant. Je n'ai jamais pas de faire vu le tour un de l'Europe continent plus au ouvert. clandestin. Je n'ai jamais vu un continent qui laisse rentrer autant les immigrés depuis 30 ans. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas en Asie, il y en a pas en Afrique, ça n'existe pas. Dominique Volton, qu'on en ait besoin. Non, Dominique Volton, s'il vous plaît. On va laisser. Non, Dominique Volton. On ne peut pas avoir le mot démocratie à la bouche tout le temps et ne pas l'appliquer autour de cette table. D'accord, mais il ne faut pas dire qu'on est ouvert. Éric Zemmour. Parce qu'il faut le travail qu'on ne veut pas faire. Il faut laisser le travail qu'on ne veut pas faire. Éric Zemmour va aller jusqu'au bout de son raisonnement. C'est pour ça qu'on les accueille. C'est difficile de parler. Je voulais simplement dire que on les accueille tout simplement car, mais je l'ai déjà dit ici, donc je ne voudrais pas radoter, car le système économique repose là-dessus, c'est que l'arrivée permanente, c'est pour ça qu'ils arrivent en permanence et que ce ne s'est pas fermé. Font pression sur les salariés européens. Exactement, pour faire baisser les salaires. Le système repose là-dessus depuis 20 ou 30 ans. Première chose. Deuxièmement, les associations qui crient à la honte, ça fait 20 ans que j'entends ça régulièrement. Directive précisément. Ça crie à la honte, régulièrement, mais c'est du cirque, quoi. Voilà. Pareil. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est un jugement de valeur. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que maintenant, dire comme Patrick Veil que il ne faut pas faire de différence. Il dit qu'il y a un non-dit ethnique. Voilà, mais il se permet pas de dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il dit il y a un non-dit ethnique. Si, mais et alors? Que je sache, on fait l'Europe avec les pays de l'Est. On fait pas l'union de l'Europe avec les Africains ou les pays du Maghreb, que je sache. On parle de politique d'immigration. Mais oui, mais attendez, si on faisait, non mais attendez, Francis, mais pas du tout. On a entendu votre intervention. Si on faisait Francis, pas l'Europe avec eux, on se sentirait. C'est pas du tout hors sujet. On va laisser Éric Zemmour s'exprimer. Pas du tout. Il y a liberté. De faire l'Europe, on parle de la politique d'immigration. Mais je pense qu'Éric Zemmour en est bien conscient. On va laisser expliquer cette apparence de contradiction. Mais pas du tout. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Francis, les gens écoutent quand même. Mais justement. Non, les gens écoutent parce que justement, Francis, laisse-moi finir. Ce sont des mots, je veux dire. Laisse-moi finir. On fait passer à l'antenne. Alors, on va laisser Éric Zemmour finir. On a bien entendu. C'est pas bien, mais c'est la vérité. Ça s'appelle l'amalgame. Pas du tout. Alors, que je sache. Alors, on fait l'union. Attendez, on va. S'il vous plaît. C'est comme quand on lâche comme ça entre deux fois. C'est comme quand on lâche. Laissez-moi jouer mon rôle de. Attends, Francis, s'il vous plaît. Je veux bien être un modérateur à condition que chacun fasse preuve de modération. Mais Jean-Marc, je pense que nous avons la responsabilité en tant que journaliste que quand on dit quelque chose, il faut, je veux dire, en mesurer les conséquences également. Non, mais quand Éric, vous dites entre deux mots, quand vous dites ils arrivent en permanence les immigrés, mais c'est mes sujets, c'est pas sérieux de dire ça. C'est pas n'importe quoi. D'abord, c'est pas vrai. Il y a un solde migratoire de 200 000 immigrés par an. Mais chacun sait que les politiques d'immigration, excusez-moi, ça veut dire qu'ils arrivent en permanence, considérablement renforcées depuis des années. Allez demander dans les ambassades dans les pays étrangers, si on accorde les visas, je dis autant que dans les années 70, ce n'est pas sérieux que de dire ça. Je crains en vous écoutant, que vous confondiez les immigrés qui sont arrivés en situation régulière avec leurs enfants qui sont nés ici et qui ne sont pas immigrés, qui sont français. Quand vous dites, vous voyez dans le métro, il y a des gens colorés effectivement, mais ce sont des Français. Ils sont aussi. Donc alors, on va laisser. C'est important. Ça y est, on a entendu. Bien, je pense que même. Non, s'il vous plaît. Donc ça prouve bien. On va laisser Éric Zemmour aller et qu'il y a eu une immigration. On va laisser Éric Zemmour aller. J'aimerais. On va laisser la parole à Éric Zemmour sur un point précis. Sur l'Europe, non, on m'a pas laissé parler. Que je sache, sur l'Europe, il y a une liberté de circulation au sein de l'Europe. Il est donc tout à fait normal que les gens de l'Est aient plus de liberté de se déplacer en Europe, je répète, que les gens du Sud. Excusez-moi, c'est la logique implacable de Schengen. Mais pas du tout, ça s'appelle le traité de Schengen. Alors, mais justement, mais ils peuvent y rentrer. Attendez, les pays de l'Europe de l'Est, excusez-moi. Non. Je vais vous demander de laisser la parole à Nadir Djenad, qui la demande depuis tout à l'heure et qui a bien du mal dans cette foire d'empoigne à s'exprimer. Non, mais écoutez, j'écoutais tout le monde. Si vous avez réveillé à écouter, vous avez de la chance. Laissons Nadir s'exprimer un instant. Écoutez,
Oui, c'est un peu difficile après cette passe d'armes. difficile, Moi, attendez. souffle, Moi, j'aimerais qu'on en revienne, que chacun en revienne. Non, je me permets, Dominique Volton, jusqu'ici, je suis peu intervenu. Je me permets d'intervenir en disant que si vous parlez en même temps, je l'ai déjà dit, si vous interrompez les uns les autres, c'est le téléspectateur qui a du mal à y comprendre quelque chose. Donc soyez gentils. Je crois qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur un plateau de télévision. Attendez, c'est clair. votre opinion, c'est C'est que pas l'un une dit question n'importe d'opinion. quoi, son opinion, c'est que Pardonnez-moi, l'autre dit n'importe quoi. pardonnez-moi, Dominique, je ne dis pas Jusqu'ici, n'importe quoi, pourtant je le pense. s'il vous plaît. Voilà. C'est n'importe quoi. Jusqu'ici. Moi, je ne le dis pas, j'ai la politesse de alors, ne pas le dire. vous- Moi, je le pense, mais vous je ne le répétez dis pas. seulement On va C'est la courtoisie. cesser ce genre de débat qui ne mène à rien à personne. Ce n'est pas des arguments. Je voudrais vous dire Donc quelque chose. j'aimerais bien qu'on en revienne, s'il vous plaît, là, à notre émission. Et j'aimerais bien quand même poser une dernière question sur ce sujet, qui n'est pas à polémique, mais qui est une question d'explication. Quand on prend une telle directive, comme l'Europe vient de le faire, qui a un rapport avec la reconduite à la frontière des immigrés, qui sont en situation clandestine, on ne revient pas ce sur quoi la France a demandé qu'on revienne, à savoir la régularisation massive faite par l'Italie et l'Espagne, qui ont répondu à l'Union européenne que ça ne concernait pas l'Union européenne, que c'était leur problème. Et puis j'ajoutais aussi que je ne sache pas que l'Italie et l'Espagne sont à feu et à sang depuis ces régulations massives. C'est pas vrai. Il y a des- C'est pas vrai. deux choses Alors, à dire. C'est pas vrai. attendez, on va Il y a y revenir. C'est pas vrai. Dernière chose, Dominique Volton. On essaie d'être un peu rapide, et par contre, on ne s'interrompt pas, s'il vous plaît. Alors, deux choses à dire là-dessus. Je crois que c'est un vrai problème jusqu'où la politique européenne va, et il n'y a pas que pour ça, mais c'est vrai que jusqu'où est-ce que la politique européenne est capable d'interdire à des pays des mesures de politique nationale. Et ça, c'est un vrai problème, et vous l'avez dit, sur l'Espagne et sur l'Italie, ça n'a pas fait la guerre civile. Donc c'est quand même très important à méditer, très important à méditer. Et Dieu sait s'il y a du racisme en Italie actuellement sur les Roumains et sur les Roms, vous le savez. donc, c'est qu'il y a Et des d'autres- soucis. mais il y a du racisme partout. Mais les Roms et les Roumains ne viennent pas du Sud, hein, que je sache. Ils viennent de Pardonnez-moi, l'Est. le racisme, Bien d'accord. attendez, S'il vous plaît. il y a une chose S'il que vous je veux plaît. dire simple. Le racisme et la xénophobie, c'est le mal de toutes les sociétés. Et la pire des choses, c'est quand les politiques se mettent à souffler le feu là-dessus. La deuxième chose que je voulais dire, À surfer c'est sur que- la vague, hein. Bien sûr. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est un projet de directive actuellement. On va voir s'il va être adopté. Mais heureusement, vous avez parlé du Parlement. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Dans la réforme de Lisbonne, le Parlement va avoir plus de pouvoir. Et l'importance du Parlement, c'est que c'est un début de représentation politique démocratique en Europe. Donc, croyez-moi, ces questions d'immigration, je veux On n'est dire, pas prêt de c'est un enjeu politique majeur. Et là, comment dire, l'honneur de l'Europe, je m'exprime mal, l'honneur de l'Europe comme moteur d'une certaine vision démocratique et humaniste du monde est en cause là-dessus. Il y a quelque chose d'ironique, c'est sur le destin des hommes les plus pauvres, les plus bas de l'humanité, quand je dis plus bas dans les représentations sociales, que se trouvent souvent les symboles les plus forts de ce que c'est qu'une société. Alors, on Francis Deux choses très Lalupo, qui rapides va pour vous faire terminer. plaisir, Jean-Marc. Et Deux choses très rapides. Oui, c'est Revenez à la votre rapidité question. qui doit me faire plaisir. À titre d'information, justement, le président sénégalais Wade a déclaré récemment, enfin appelé les pays africains à davantage de lucidité à l'égard justement de cette politique européenne de l'immigration, indiquant que la fermeture de l'Europe ne se faisait pas contre les Balkans, mais contre les pays du Sud. Donc, ils partagent parfaitement cette opinion. Et je pense que de ce point de vue-là, je veux dire que dans les pays du Sud, on est parfaitement lucide à l'égard de cette question-là. Deuxième chose, il faut noter quand même que cet arsenal de mesures dont on nous parle est quand même essentiellement répressif. Alors, il faut quand même espérer que Il s'agit l'immigration du retour des clandestins soit, chez eux. voilà, il faut quand même, je veux dire que il faut espérer qu'à l'avenir, la question de l'immigration soit abordée, je veux dire, culturellement, sous un angle plus positif, et qu'on considère enfin que l'immigration est une aventure humaine, vieille comme l'humanité, et que, justement, cette immigration a considérablement contribué à la prospérité, à la richesse des pays, qui sont les pays d'accueil, et cela, depuis la nuit, depuis la nuit des temps, depuis l'aurore de l'humanité. C'est normal, mais oui, C'est depuis important. toujours. Alors, et il faut le dire, écoutez, parce je que vais vous étonner. Je vais vous étonner. Vous davantage savez parler quoi de respect de ceux qui partent un jour de chez eux que de la répression systématique et jeter ainsi le soupçon global sur des gens qui ne seraient pas du. C'est nous qui en avons profité. qui n'auraient C'est pas la normal bonne qu'il y ait pas, couleur de- c'est normal qu'il y ait de la- les riches, mais les c'est riches, normal qu'il y ait de la c'est répression puisque mais bien sûr puisqu'ils sont là de façon illégale. Bon, Ils sont là de arrête. façon Cessons, illégale. cessons. Enfin, Je vais vous c'est étonner. On confond Je vais vous désormais étonner. police et répression. C'est pas la même chose. pas la même police chose. Alors, fait partie du Police droit et régalien répression, des ça veut pas dire la États. même chose. C'est Pas un du tout. débat récurrent autour de Pas cette du tout. La table. police et la répression, c'est pas la même chose. Ah bon Ah non, pas du Ah, vous tout. m'apprenez quelque chose, Étymologiquement, non. d'accord. Non, Je il suis a raison, désolé. c'est pas la même chose. Voilà. du tout. Mais non. Heureusement. C'est un débat récurrent autour de cette table. Je ne pense pas que j'arrive à vous mettre d'accord aujourd'hui. Je vais au moins vous mettre d'accord sur un point. Vous allez être étonnés. Il nous reste 4 minutes d'émission. Donc,
on devait parler d'Obama, on attendra un petit peu. Il nous reste quand même une chose dont je voudrais... C'est encore un enfant d'immigration. Donc oui, mais on va en reparler. Si c'est le futur Allez, président des États-Unis, il nous reste c'est 4 formidable. minutes. Ce qui m'ennuie, c'est d'y passer 4 minutes seulement. Mais bon, il vient d'être désigné le candidat cette fois à la présidence. Moi, la question, elle est très simple. C'est en fait, j'ai envie de demander, depuis qu'Hillary Clinton a reconnu sa défaite maintenant, quelle place Obama doit-il réserver à Hillary Clinton dans la nouvelle campagne qui démarre? Nadir. Il y a des discussions actuellement. Je crois savoir que Hillary Clinton et Barack Obama se sont rencontrés. Oui, ils se sont rencontrés, ils se sont vus. Rien n'a filtré Rien n'a d'officiel. filtré, effectivement. Je crois que la principale tâche de Barack Obama, c'est de rassembler tout le parti démocrate. Il y a à peu près 35 millions d'électeurs démocrates qui sont... Dont 18 millions qui ont voté pour Hillary Clinton. Et effectivement. Donc il va falloir maintenant unifier le parti, rassembler tous les mécontents. Il faut savoir que cette campagne des primaires a été très longue, a été très dure et a laissé des traces. Maintenant, quelle place aura Hillary Clinton? Hillary Clinton a dit elle-même qu'elle ne cherchait pas à être vice-présidente. Oui, on n'est pas obligé de la croire. On n'est pas obligé de la croire, effectivement. Maintenant, est-ce qu'Hillary Clinton pense à la prochaine présidentielle? Est-ce qu'elle se dit on va laisser Barack Obama se planter en beauté, ce qui n'est pas forcément le cas, et après reprendre le Parti démocrate pour pouvoir lancer la machine pour les élections d'après? Là, je pense qu'on est rentré dans des considérations politiciennes Attendez. Éric Zemmour après, pardon, Francis Laloupe. Un peu, mais on n'imagine pas Hillary Clinton comme vice-présidente, je veux dire, enfin, désignée comme telle. Pourtant, il y a un de nos confrères qui a dit que ça aurait de la gueule, un ticket Obama Clinton. Oui, ça c'est pour l'affichage, ça c'est pour le côté, évidemment, magazine, people, etc. Mais traditionnellement, le rôle du vice-président aux États-Unis, traditionnellement, c'est quand même un rôle plutôt profil bas. C'est un rôle en retrait, c'est un rôle, je veux dire, de complément. Et là, on a vu, je veux dire, la démonstration de force de cette forte personnalité, justement, de ce caractère très fort. On n'imagine pas. Vous voyez mal Hillary Clinton rester en second. Une telle cohabitation n'est pas possible. Dans l'ombre. C'est pas possible. Sinon, on aurait le sentiment, évidemment, de voter pour un tandem, je veux dire, de cohabitation à la Maison-Blanche, qui ne s'est jamais fait dans l'histoire américaine. Là, vous parlez de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, Francis. J'ai envie de poser la question à Éric Zemmour. Mais les électeurs américains, vous croyez pas qu'ils ont peut-être envie, en tout cas pour les démocrates, d'avoir un ticket Obama-Clinton, non? Écoutez, moi, si on juge au résultat, on ne sait pas. Mais moi, je vais être cynique. Je pense que un noir et une femme, ça serait beaucoup pour les électeurs américains. Vous les voyez assez réactionnaires, finalement. Je pense que l'Amérique profonde, elle a élu Bush. Elle a élu Bush. Je vais y arriver. Elle a élu Bush. Bush 2 fois quand même. Et avant, elle avait élu Reagan. Et Clinton. Je crois. Mais non, c'est pas du tout pour rire. Vous voyez l'électorat américain très conservateur, pour ne pas dire réactionnaire à ce point-là. Exactement. Ah oui, je pense. Je pense que déjà, il va avoir on n'a pas fini, contrairement à ce qu'on croit en France, avec la question raciale aux États-Unis. Je pense que la question noire va lui ressauter au visage. Je pense en général, de toute façon, que quand les Français aiment un candidat à la présidentielle américaine, il perd. Donc Obama est bien parti. Bon, Ça, c'est ce qu'on disait. On va laisser finir. C'est depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Ça, c'est une action Depuis Clinton. Clinton. Dominique Volton. Là-dessus, sur le fond. Moi, je trouve que cette campagne, quand même, c'est une leçon politique qui est intéressante pour le reste du monde, parce que je parle après-campagne. C'est quand même l'affrontement Obama-Clinton, c'est 2 superbes symboles. C'est une femme. Donc c'est quand même, on oublie, mais il a fallu quand même des siècles pour... Donc elle aurait pu être candidate. Donc moi je trouve, chapeau, du point de vue les Américains ont quand même son symbole d'une forme de modernité, d'ouverture. Donc formidable, même si c'est une femme qui est un peu bon, mais de toute façon les femmes qui arrivent en politique, elles sont rarement douces, bon. Mais c'est un symbole politique. Des hommes comme les autres. Fort. Des hommes comme les autres. Allez vite. Et la deuxième chose, c'est excellent ça. Et la deuxième chose, c'est que selon Obama est le symbole, et c'est en ça que je trouve que c'est le monde de demain. C'est un monde multiculturel où les races, les couleurs, les religions, non pas vont se mélanger, mais vont devoir cohabiter. Et je trouve que c'est 2 symboles formidables. Et si par hasard c'est Obama qui va jusqu'au bout, si l'électorat américain vous suit, bien sûr. Mais de toute façon, pour le monde, si vous voulez, ça veut dire on va pouvoir imaginer, même si par malheur il était battu, ça veut dire deux pages se tournent. Oui, une femme peut être présidente des États-Unis, et si on est fini, une forme de racisme. Voilà. Bien sûr qu'il y a du racisme, de la xénophobie, mais si vous voulez, il a gagné des tas de choses pour des millions d'hommes et de femmes de toutes les couleurs. Et ça, je trouve, c'est quand même un message positif. Bon, on finira pour une fois sur un message positif. Ça a été un peu difficile aujourd'hui, très passionné, mais j'espère pour vous très passionnant. Rendez-vous la semaine prochaine. On me demande de me dépêcher en régie, même heure, même lieu. Au revoir.